La cam est plus droite que l'habitude, c'est pas normal. Ah, je sais pas, mais c'est vraiment. En fait, cette cam, elle est fixée à une chaise. Après, je peux la changer, je peux faire des trucs comme ça. Ouais. Mais moi, c'est vrai que je préfère quand c'est pas vraiment forcément droit et tout. Je préfère quand ça donne un espèce d'effet et tout. Mais c'est le côté négligé de la chose que j'aime bien. Mais parce qu'en réalité, elle est fixée sur une espèce de chaise là avec un pied mécanique, enfin un pied mécanique qu'on visse à quelque chose. Salut Bulam. J'ai commencé à bincher ta chaise, je me régale. C'est cool, bincher, c'est comme ça qu'on dit. Je sais pas dans quelle région de France on dit on picole, on binge. C'est dans le nord peut-être? Je sais plus. Mais j'aime bien cette expression en tout cas. Salut Solarium. Les miniatures des rediffusions de live sur YouTube sont exceptionnelles. Ah ouais, franchement, encore une fois, c'est Régis qui les fait. Et ce Régis, c'est vraiment un grand artiste, hein. J'espère que c'est le début d'une grande collaboration avec lui parce il est vraiment fortiche. Il va partir en vacances bientôt, donc peut-être que vous aurez pas autant de belles miniatures qu'avant. Elles vont peut-être être en pause pendant un temps, mais bon, c'est pas grave. Ce sera que pour qu'elles reviennent plus fortes. Les miniatures, j'ai bien ri. Franchement, c'est un grand miniaturiste, quoi. C'est assez dingue. C'est assez dingue, franchement. Il n'y a rien à envier aux autres artistes qui font les miniatures pour les youtubeurs de gauche. Binge déformation du flamand Pintje. Ah ben merci Lemgatski. Yes, première fois que j'arrive à te voir en live. Bonjour. Salut Cropot King. Ça aussi c'est drôle, c'est un peu contradictoire, un peu contradiction dans les termes, j'aime bien. On a quand une expo des travaux universitaires sur les miniatures de YouTube. Ah, je suis sûr qu'il y en a déjà en anglais sur des travaux sur les miniatures YouTube, j'en suis convaincu. Parce qu'il y a vraiment pas mal sur ce genre de choses dans les revues de communication, bon, notamment aux États-Unis et tout. Donc je serais pas étonné, c'est thumbnails, c'est ça en anglais. Je regarderai. Je regarderai à l'occasion. C'est des recherches sur les thumbnails, mais j'en suis sûr parce que franchement, des phénomènes comme les trucs avec comment il s'appelait encore Mr Beast là, où vraiment tout le monde essaye d'imiter ça il y a quelques années. Ça m'étonnerait fortement que ce soit passé entre les mailles du filet de la recherche états-unienne où ils sont toujours à l'affût de n'importe quelle petite trend pour venir se greffer là-dessus. Essayer de milk un petit peu de clout académique. Donc franchement, je serais vraiment étonné si ce n'était pas déjà le cas. Bon, alors, maintenant que les présentations sont faites, si j'ose dire, on va parler du sujet du jour. À propos de l'âme de gauche, tu as d'autres éléments à me fournir que le paternalisme de Zamor et Mirza et sa justification de l'esclavage dans la préface de 92 de l'esclavage des Noirs. Bah, je sais pas, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal, franchement. J'ai pas dit que le sujet plus que ça. Je suis sûr qu'en cherchant, on peut trouver autre chose. Mais moi, vraiment, j'ai pas dit que plus que ça. J'ai juste lu ça. Et, et, comment dire? Ouais, ça m'a suffi à me faire ma religion sur le sujet. Mais ouais, si tu veux, cherche plus, franchement. De toute façon, plus on cherche dans ce genre de trucs, plus on trouve. C'est ce dont je me suis rendu compte avec, comment elle s'appelle encore? Avec Paulette Nardal. Plus je cherchais, plus je trouvais des dingueries, je trouvais dinguerie sur dinguerie. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Herberus, salut Lionel Ospin. Salut Yogafeu. Euh, bon, chat. Aujourd'hui, l'heure est grave. On va parler d'un fou du bus. On va parler d'un fou du bus. Ah, merci Matt Guemar. Ça fait plaisir de te voir ici. Vrai de Forbach. Enfin, de Frémin en l'espèce. Mais bon, on va rien dire sur ce sujet. Mais la représentation moselane est bien présente dans le chat et ça fait toujours plaisir. L'heure est grave, disais-je, parce que aujourd'hui, on va react à un fou du bus. On va react à un fou du bus et comment dire qui sont les plus toxiques, les plus toxiques, les doctorants en philosophie ou en sciences? Les plus toxiques, dans quel contexte tu veux dire parce que tu cherches à, comment dire, romantiquement parlant, à établir une relation avec un. J'arrive du fond des houillères. Ouais, c'est ça. Comme dans cet épisode de Sabrina l'apprentie sorcière où tu as des espèces de fantômes de mineurs qui sortent de leur trou là, pour terroriser la société. Il y a ces sciences, oui, c'est ça. Après, il faudrait voir de quelle, de quelle science on parle. Bon, j'ai assez, comment dire, je me suis assez laissé troubler par le chat. Il faut que je me concentre un petit peu. Donc,
Je disais qu'on on va aujourd'hui avoir affaire à un fou du bus. Avoir affaire à un fou du bus. Et ça, ce qui m'a poussé à faire ce truc, c'est que je l'avais déjà découvert depuis quelques jours, une semaine ou deux. Et une personne du chat sur Instagram m'a envoyé, enfin, m'a écrit un message pour me dire, oh, ce truc-là, ce créateur de contenu là. Une question, j'ai commencé à lire le manifeste afro-décolonial, j'ai entendu dire que tu n'aimais pas Guattari. Si, j'aime bien Guattari. On sait, c'est Deleuze que j'aime pas trop, mais Guattari, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, et ça m'a influencé. Toute la psychothérapie institutionnelle, Guattari, Fanon, euh, François Tosquelles, c'est des choses que j'ai pas mal lues. Bref, pour couper comment dire, cette mésentente entre nous. Ce créateur de contenu en question, c'est un type, alors il n'a pas énormément de clout pour le moment. Il n'y a pas énormément de clout pour le moment. Je pense parce que son contenu n'est pas exceptionnel. C'est un type qui s'appelle le dérapeur. Un petit jeu de mots parce que il est contre le rap. Donc comme il y a la dératisation, il y a la dérapisation, semble-t-il. Et donc c'est un type qui part en croisade contre le rap français pour tout un tas de raisons assez mystérieuses, mais qu'on va tenter de découvrir ensemble. Il est où dans la tier list des bozos? Lui, il est très haut. Je pense que il est attire dans la tier list des bozos, celui-là, à mon avis. Je pense qu'il est il est vraiment très puissant. Il a un Reiatsu, il a un N en termes clownesques qui est excessivement puissant. Je pense que vous le sentez quand vous entrez dans la pièce et qu'il est déjà présent. Vous sentez l'atmosphère changer, à mon avis, en termes de puissance clownesque. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe, quoi. Par racisme ou parce que le rap était mieux en 97. Mais c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais il y a un côté moral très fort. J'ai pas énormément consulté son contenu parce que tout simplement je voulais en garder la primeur à ma réaction en live. Et surtout, il y a pas mal d'éléments qui vont nous intéresser, qui vont permettre peut-être, je l'espère en tout cas, un live intéressant, qui est que j'aurais pu vous présenter ces shorts sur YouTube, etc., ou ces euh, réels sur Instagram, mais ça aurait été trop facile. Ça aurait été trop facile puisqu'il suffit de quelques clics pour découvrir que cet individu n'est pas seulement un créateur de contenu, mais est aussi un artiste dans le domaine du spectacle vivant, qui signifie qu'il a tout simplement uploadé sur sa chaîne YouTube un one-man show. Et oui, il nous propose un one-man show, un véritable seul en scène dans lequel il déploie ses takes sur le rap. Je n'en ai écouté que 5 minutes pour en garder la primeur, la fraîcheur de mon avis, de mon opinion à vous, cher chat. J'ai préféré ne pas me gâcher, mais dès le début, vous allez voir des ambiguïtés, des dingueries, etc. Et ainsi, je vous attaque par deux fronts. C'est comme si je vous attaquais de deux côtés à la fois. C'est comme si je m'étais dédoublé avec le multiclonage de Naruto, là, et que je vous attaquais de plusieurs fronts. Pourquoi? Tout simplement parce que d'un côté, il va y avoir ces takes sur le rap, ces takes sur le rap qui vont être, à mon avis, un petit peu douteuses, hein. Mais il y a un autre élément. Son jeu d'acteur, c'est sa présence scénique, c'est ses punchlines face à un public médusé qui sont absolument intankables. Alors, à mon avis, on va passer un bon moment. À mon avis, on va passer un sacré moment avec ce type de contenu-là. Salis pas les mains tel Batman pour protéger Gotham. Ah, mais si. Je suis là pour ça, je suis là pour vous. En plus, voilà, moi je suis un petit créateur de contenu, lui aussi c'est un petit créateur de contenu. Donc voilà, on est là entre, comment dire, entre nobody d'internet. Et voilà, on peut faire comme ça des réacts un petit peu niche. Mais comme voilà, j'essaye, vous savez, de déslopiser un petit peu cette application. Je peux pas me permettre de juste me caler dans ma chaise et ricaner à des gigantesques pitres. Il faut que j'essaye voilà, d'ajouter un petit vernis culturel à cette chose-là. Quoi. Un petit peu comment dire, que je rajoute un petit peu ma touche intellectuelle, hein, si vous voulez. Bon, je me sens un peu forcé. Mais ça va être intéressant pour cadrer un petit peu la discussion. Donc tenez-vous bien, il va y avoir 5-10 minutes d'intellectualisme forcé et après, on va pouvoir se plonger dans
la pitrerie la plus absolue, d'accord? Alors, restez avec moi si vous voulez, parce que là, en plus, c'est une réminiscence de cours que je donnais, parce que j'ai donné des cours lorsque j'étais à l'université d'Édimbourg, j'étais à la fac de français, et j'aimais bien donner les cours d'introduction à la littérature et à la culture française, figurez-vous, et oui, car c'est une littérature et une culture qui sont plus douces à étudier et à apprécier lorsqu'on est loin de chez soi. Eh bien, j'aimerais commencer, une fois n'est pas coutume, commencer en vous lisant un poème. Salut, bienvenue, je suis heureux, comme toujours, de t'avoir parmi nous. Euh, Commencer par un poème, et oui, un poème du plus grand, arguably, poète français qui est Baudelaire, à celle qui est trop gaie. Un poème extrait des épaves, c'est-à-dire le chapitre surnuméraire, je dirais, des Fleurs du Mal, celui qui a contenu toutes les pièces censurées par la critique d'alors et par surtout le tribunal d'alors. Vous allez voir, il y a même une petite note de Baudelaire lui-même à la fin. C'est une note de l'éditeur, mais en réalité c'est une note de Baudelaire, où il donne son avis sur la censure qu'a subi ce texte. Alors, je vous lis. J'ai dit juste un truc, évidemment, c'est pas pour dire que. Je dis pas ça pour dire que tous les rappeurs écrivent comme Baudelaire, etc. À mon avis, aucun rappeur n'écrit comme Baudelaire, j'en suis bien triste, mais à mon avis, aucun rappeur français n'arrive à la cheville de Baudelaire, mais enfin, qui peut arriver à la cheville d'un tel génie en termes d'écriture? Après, on n'est pas tenu d'écrire comme Baudelaire, si vous voulez, parce que le rap, c'est pas juste de l'écriture, contrairement à ce qu'on dit parfois. Si on demandait à Baudelaire de poser un 16, ce serait probablement complètement éclaté au sol. Mais enfin, en termes d'écriture, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et surtout, il y a tellement d'arrière-pensée, il y a tellement, comment dire, de divers niveaux de lecture. Car ça, c'est fulgurance, oui, je suis d'accord, mais dans la construction comment dire, des couplets, etc., il n'y a pas cette espèce d'intention sous-jacente qu'on a chez Baudelaire qui est vraiment vertigineuse. Vous allez voir celle-ci. Parce que ça, c'est plein d'ironie. Il parle même d'ironie dans le poème, mais c'est surtout la fin qui m'importe, parce que la fin est d'une violence absolument sidérante. Et c'est là-dessus que je veux insister. C'est pour ça que je lis ce poème-là. Encore une fois, c'est pas pour dire les rappeurs sont comme Baudelaire. Non, mais c'est vraiment pour insister sur le truc qu'il y a un usage particulier de l'ultra-violence dans la culture littéraire française que je trouve excessivement précieux et qui vient pas juste des Noirs et des Arabes de citer. C'est quelque chose de très français. Je crois que c'est quelque chose qui est ancré dans la culture littéraire de ce pays. Un espèce d'usage spéculatif de la violence qui est très particulier et où la violence est une des métaphores les plus facilement utilisées. Parce que notre fou du jour serait-il un albatros? Malheureusement non, parce que je pense que là, c'est finalement au milieu de bozos comme lui que nous sommes exilés comme l'albatros, comme le poète, au milieu des gens incultes et insensibles à la littérature. Et en réalité, je pense que c'est lui comment dire, le marin qui agace le bec de l'albatros avec un brûle-gueule, comme dans le poème de Baudelaire. C'est nous, les albatros. C'est vous, chat, l'albatros, en réalité. C'est vous, la nuée d'albatros qui va s'abattre sur son contenu ringard. Alors, je vous lis juste le poème pour information, et parce que c'est bien de se mettre en jambe avec du beau français, du gros français, comme on dit parfois en Afrique de l'Ouest. Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. Le rire, jouant ton visage, comme un vent frais dans un ciel clair. Le passant, chagrin que tu frôles, est ébloui par la santé qui jaillit comme une clarté de tes bras et de tes épaules. Les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes jettent dans l'esprit des poètes l'image d'un balai de fleurs. Ces robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé, folle dont je suis affolé, je te hais autant que je t'aime. Quelquefois, dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti comme une ironie le soleil déchirer mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Ainsi je voudrais, une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme un lâche, ramper sans bruit, pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et queuse, et, vertigineuse douceur, à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon venin, ma sœur. Faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse,
vertigineuse douceur à travers ses lèvres nouvelles, plus éclatante et plus belle, t'infuser mon venin, ma sœur. L'inventeur du symbolisme, le plus grand poète de la modernité française, qui nous propose une scène sortie d'un film gore, n'est-ce pas? Sortie d'un film gore. Mais c'est intéressant il n'y a pas la note dans cette version. Ah, c'est dommage. Mais en tout cas, il y a dans certaines versions une note qui est une note dite de l'éditeur, mais qui est une note de Baudelaire lui-même, dans laquelle il explique qu'en réalité, il s'agissait simplement de parler d'infuser à cette femme qui est trop gaie, qui est joyeuse. D'ailleurs, vous voyez que le début du poème est écrit avec une naïveté qui ne correspond absolument pas au style de Baudelaire, n'est-ce pas? Beau comme un beau paysage, c'est nul à chier ce vers-là, mais ce vers est nul à chier à dessein, parce que il montre, si vous voulez, une espèce de transition tout au long du poème, de cette espèce de joie insouciante, etc., qui correspond à la mauvaise poésie, jusqu'à la poésie vertigineusement sordide et sinistre, qui est celle qui intéresse Baudelaire et qui va avec cette injection du spleen, n'est-ce pas? Mais bien entendu qu'il y a de multiples sens ici qui se superposent les uns avec les autres, exactement comme dans le rap. Bien entendu j'en suis convaincu, l'usage de ce terme des lèvres, qui est déjà, si vous voulez, un terme qui a deux significations en langue française, et les lèvres du bas, bien entendu, sont utilisées à dessein. Le fait qu'ils viennent y insérer quelque chose pour y injecter du venin, oui, c'est pour y injecter le spleen, on le voit bien dans le poème, mais il sait très bien ce qu'il est en train de produire comme image, une image à la fois pornographiquement sidérante et une image d'une violence et d'une brutalité infinie. Mais n'est-ce pas un poème absolument exceptionnel, si vous voulez? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui se passe de complètement dingue une fois qu'on a compris qu'il superpose une sorte d'idéal de style sordide, violent, brutal, etc., qu'il le met en œuvre en même temps. Je parlais de l'art poétique de Boileau la dernière fois, comment à la fois être l'exemple, mettre en œuvre les règles qu'on théorise, voilà. Et là, il y a une espèce d'option préférentielle pour le sordide, d'option préférentielle pour le terrifiant, d'option préférentielle pour le brutal en poésie, qu'il met en scène avec cette scène d'une violence absolument inouïe, d'une violence criminelle terrifiante. Mais en même temps, c'est une dinguerie ce poème quand même. Enfin, c'est mon avis, c'est mon opinion, si vous voulez, je la partage, comme disait Achille Talon. Mais c'est pour dire que ce qui se passe dans le rap français, avec cet usage de la violence, quelqu'un a parlé de Caris tout à l'heure et c'est un excellent exemple. Les voyous, les lascars des cités, etc., qui nous font chier avec leur impulsivité criminelle, comme on disait à l'époque de la colonisation algérienne, pas du tout. C'est simplement une nouvelle manifestation de cette fascination pour le brutal et pour le sordide qui est intrinsèque à la culture littéraire française et qui fait partie de sa beauté, qui fait partie de sa grandeur. Ça fait partie des caractéristiques de l'expression artistique dans ce pays. Moi, j'y tiens. Ça fait partie des quelque chose que j'aime dans la littérature de ce pays. Et enfin, on va pas nous en priver, on va pas nous faire chier. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que les rappeurs c'est Baudelaire, mais je suis en train de dire que c'est un canon esthétique dans l'histoire de la modernité littéraire dans ce putain de pays. C'est pour ça, c'est à partir de cette idée-là que je m'oppose au délire du dérapeur dont on s'apprête à voir le spectacle cringissime. Encore plus que Caris, Kazé va vraiment dans le gore. Mais bien sûr, non, mais il y en a plein, ceux qui vont vraiment dans le gore. Il y en a d'autres, ceux qui s'inspirent directement de Baudelaire, font encore pire. Par exemple, branchez-vous sur Rochdy. Malheureusement, il a arrêté le rap, mais Rochdy, pour moi, c'est l'un de... En termes d'écriture, après, c'est un type qui a fait la philo, qui a fait une thèse en philo, etc. Donc forcément, je m'identifie à ce type, puisqu'on a un peu le même parcours. Mais c'est une écriture absolument exceptionnelle. Non, pas Julien, le prénom rebeu, R-O-C-H-D-I. Pas Julien Rochdy qui rappe, ça doit être vraiment quelque chose de loufoque. Enfin bref, voilà. J'ai fait mon petit manifeste, mon petit manifeste littéraire là, comme il se doit, histoire qu'on sache un petit peu ce que je veux dire et ce que j'essaye d'exprimer. Les coups avaient du charme de Despo en boucle sur ce thème. Je suis obsesse. Oui, 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 voilà. Il y a un philosophe qui taille le rap français sur TikTok qui s'appelle Vincent Cespedes. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, je le connais, je le connais. Mais lui, il est très très bizarre ce Vincent Cespedes. Je sais que il était full transphobe à un moment donné. Je sais pas s'il l'est encore. Enfin, il hop sur toutes les trends pour essayer de. Là, j'ai vu récemment, il était en train de canarder aussi le dernier film de Nolan
Alors, franchement, je l'ai pas vu et moi je déteste Nolan, donc je vais pas le critiquer là-dessus. Mais il en fait trop, quoi. Il en fait trop, je sais pas. C'est lui aussi, bus, très franchement. C'est un sacré fou du bus, je pense. Je sais pas si ça vaut le coup de lui donner l'heure. Il fait du rage bait, oui, c'est ça, franchement. Après, on fait tous du rage bait sur Internet, mais voilà, philosophie et rage bait, ça fait pas forcément bon ménage, quoi. Franchement. Après, vous allez me dire, je suis pas sûr que je suis en train de faire du rage bait. Enfin bref, on va se lancer ça. Alors, on va se voir ce petit spectacle, hein, je sais pas si on le verra jusqu'au bout, mais enfin, et je crois que je me refuse même à l'accélérer. Je pense que vous devez l'encaisser, nous devons l'encaisser, hein, et je me mets ensemble, on est ensemble, chat. On va s'encaisser ça en 0,75, oui, exactement. Exactement. On va s'encaisser ça ensemble. As God intended. Dans son jus, dans sa vraie forme, n'est-ce pas? Perfect cell, on va se l'encaisser, on va s'encaisser la patate. On est des Sangohan, nous, ici. On est des Sangohan full force. Ah, regardez-moi ça. Un seul en scène présenté en avant-première au Festival d'Avignon Off. Ce spectacle est disponible pour être programmé en 2026-2027. Ah, c'est notre saison. Alors on saura bientôt si ce spectacle vient près de chez vous. Vous saurez bientôt si ce spectacle écrit et interprété par le dérapeur, qui s'appelle d'ailleurs le dérapeur. Alors c'est le dérapeur, le spectacle du dérapeur, écrit par le dérapeur, avec le dérapeur. Il est très, très fier de son blaze. Franchement, je suis pas sûr qu'il y ait forcément autant de quoi en être fier, mais enfin, une fois qu'on a trouvé un concept, on essaye de capitaliser là-dessus, n'est-ce pas? D'ailleurs, sachez que si jamais je fais un spectacle qui s'appellera Norman Ajari, d'ailleurs, comment dire, l'acteur principal ne sera autre que Norman Ajari, ce sera écrit par Norman Ajari, produit par Norman Ajari Productions, etc. Enfin bon, bref, comment dire, il y a des failles narcissiques qu'il vaut mieux essayer de dissimuler, si vous voulez. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui, si vous voulez, exige une certaine pudeur. Enfin bref. Voilà, vous savez ce que je pensais que c'était Zawa Productions. Oui, oui, oui. Écoutez, c'est un petit contenu. Regardez, il n'a même pas atteint les 600 vues. Donc je disais, c'est un petit créateur comme moi. Donc j'essaie de lui donner un petit peu de visibilité, un petit peu de buzz. Je pense entre petits créateurs, il faut se serrer les coudes, sinon qui va le faire, franchement. C'est pas les grosses machines, c'est pas Zawa Prod qui vont sortir comme ça le dérapeur du caniveau où il se trouve pour le porter face à des milliers et des millions de Français. C'est des petits bonhommes comme qui doivent faire le sale boulot, qui doivent mettre leurs gants, plonger dans la glaise, hein, et en sortir ce golem absolument inébranlable qu'est le dérapeur, qui va nous défendre contre toute la saloperie du rap français. Écoutez bien ce qui s'apprête à se passer. Je vous ai dit, j'ai écouté que les 5 premières minutes, mais déjà, les 5 premières minutes, ça y va parce qu'il se présente lui-même d'une telle façon que je vais pas vous spoiler. Alors, j'espère que le son va marcher. Normalement, ça marche. J'ai testé ça tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au spectacle Le Dérapeur. Juste avant que ça commence, je vais vous demander de vérifier que vos appareils sonores soient bien éteints, pas déranger le comédien. Voilà, je ne dérange pas plus, c'est bon spectacle. Rap. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour évoquer ta mémoire et partager ensemble notre tristesse et notre bonheur de t'avoir connu. De tes premiers pas dans les terrains vagues de la porte de la Chapelle jusqu'au triomphe de Joule au Stade de France, en passant par La Fouine et tant d'autres, tu n'as eu de cesse de nous faire rêver, de nous faire réfléchir et de rendre ce monde meilleur. Là-haut, tu vas retrouver d'autres styles musicaux partis trop tôt. Le charleston, la musette, la tectonique. Le rire facile. Il suffit de mentionner la tectonique, il y a toujours quelqu'un pour rigoler. Il suffit de mentionner la tectonique, il suffit de dire tectonique. Effectivement, le style est ridicule. Les gens se souviennent du style vestimentaire qui allait avec. Ça suffit pour faire rigoler. Et là, enfin, si vous voulez, juste, je vais pas faire des interruptions comme ça pour rien trop longtemps, mais je voulais juste dire un petit truc. Il est en train de faire l'oraison funèbre du rap, comme si le genre le blues ne mourra jamais. Oui, il y a des genres qui disparaissent, il y a des genres qui ne disparaissent pas. Le jazz, le blues, on en fait moins, mais ça n'a pas disparu. Et je pense que le rap ne disparaîtra jamais, mais je crois que il a, comment dire, l'illusion. Il nourrit l'illusion ici qu'il est en train lui-même de tuer le rap. En tout cas, c'est ma take. Je pense pas qu'il se dit que c'est le déplacement des temps, etc. et que c'est un genre qui est en train d'être dépassé. Il est probable que, comment dire, c'est certain que le rap est en perte de vitesse. Après, entre
ne plus être le genre commercialement le plus successful de l'histoire, etc. C'est une chose, le fait que ça disparaisse en est une autre. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il est en train de dire, c'est moi le dérapeur, avec mes 585 vues, qui suis en train de tuer le rap, quoi. La dernière vision du rap, ce sera pas un gun et un tismé chauve, ce sera un blanc avec des cheveux longs et un bun qui est en train de chuchoter dans un micro. Franchement, c'est une vision terrifiante. C'est une vision terrifiante pour le rap. D'avoir ça imprimé sur ça, le rap s'incline, le dérapeur domine. Oui, c'est ça. L'histoire ne dit pas si s'est mis au métal depuis qu'il a arrêté le rap. Te dire notre amour, c'est aussi te dire notre admiration pour le chemin parcouru. Même si ton papa, Jack Lang, a tout fait pour que tu ne manques de rien, tout ne fut pas si facile, non. Tout ne t'inquiète. Jack Lang, le papa du rap. C'est border... C'est border... c'est border conspi, ce truc-là, genre. Le rap existe grâce à Jack Lang. C'est mix, hein? C'est pas un peu antisémite de dire que c'est Jack Lang, le papa du rap? Sans Jack Lang, il n'y aurait pas de rap, quoi. Les Quinry n'existent pas dans son histoire, même. Il n'y a pas d'Africa Bambaataa, il n'y a rien, il y a que Jack Lang. Après, Africa Bambaataa et Jack Lang, ils ont des points communs, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà. Le rap français commence à Jack Lang, si vous voulez. C'est comme les Quinry qui pensent que l'histoire de l'Amérique commence à la signature de la déclaration d'indépendance à Philadelphie, si vous voulez. C'est un peu le même type de... Après, vous allez me dire, c'est une blague, c'est de l'humour. Bon, mais c'est de l'humour... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit le prendre de façon conspi? Est-ce que c'est juste du mépris un peu gratuit? Est-ce que c'est pour dire que c'est un truc de bourgeois? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pour dire que c'est un truc de juif? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jack? Oui, il a sponsor le truc, mais comme beaucoup de gens, en tant que ministre de la Culture, enfin, c'est pas le seul, mais je me souviens que on en avait parlé avec Ilyes dans de l'Azawa Prod, c'est un truc qu'il avait abordé, mais qu'il avait expliqué dans le détail. Il me semble pas, Ilyes, dis-moi si tu te trompes, tu considérais pas particulièrement Jack Lang comme le papa du rap. Enfin bon, peut-être que je surréagis à ces blagues-là, mais bon, je n'aime pas ce fumet conspirationniste qui se dégage de cette assertion. Voilà. Il est juif, Jack Lang. Salomon, vous êtes juif? Salomon, vous êtes juif? Enfin. Un fil. Lorsque des féministes ont tenté de te censurer, tu as su relever la tête, imposer ton projet de société et ne jamais baisser les bras. Imposer ton projet de société, je répète. Hein. Aujourd'hui, la société dans laquelle on vit. Je sais pas pourquoi les gens ils passent leur temps à dire « Oh, c'est dur dans la France à Macron », alors qu'ils pourraient dire « C'est SDM ». C'est dur dans la France à SCH. Ah, c'est vraiment dur la vie dans la France à la rafleuse. Allez, fous-toi de ma gueule. Alors aujourd'hui, nous te laissons partir à tout jamais, cœur rempli de tous ces bons souvenirs. Repose en paix. Rip le rap. On voit c'est resté un rappeur. Rip le rap. Hein? TikTok, des punchlines. Il a supprimé tout le salmigondi, violent, homophobe, sexiste, raciste du rap. Il a enlevé tout ça, mais il a gardé l'art ineffable de la punchline. Le dérapeur, c'est un génie. Non, c'est pour que ça sente pas trop la merde. Pas vous. Il crame de l'encens dans le public parce que le rap, dès qu'on commence à parler de rap, ça va forcément puer la merde. C'est drôle. Il y a quelque chose de drôle. Il y a quelque chose de drôle là-dedans. Ça m'insulte. C'est tellement raciste. On va parler de la musique des Noirs et des Arabes, désolé là. Attends, faut que j'aille parce que ça va commencer à puer la merde. Le problème des Noirs, dès que tu commences à parler... Déjà, les Noirs ils puent la merde, mais dès que tu commences à parler d'eux, ça commence à puer la merde. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce mec? Je suis désolé, mais j'en pleure de rire. Non mais, non, en plus j'ai déjà vu ce truc, ça m'a fait pas fait rire la première fois. Ce passage, je l'avais déjà vu, je pense que j'étais pas attentif, j'avais pas fait gaffe à ce passage-là. Oh putain. Oh là là. Oh putain, c'est juste pour que ça pue pas la merde. Ah non mais ça c'est drôle, ça franchement c'est drôle, c'est excessivement raciste mais putain qu'est-ce que c'était drôle. Allez je remets, je suis désolé. Est-ce que vous avez trouvé ça drôle? Je suis seul dans mon délire là parce que je suis vraiment pas sûr. C'est raciste. Oh mais je te laisse
Je te laisse y réfléchir, Floki. Bah, parce que... Expliquez-lui, ceux qui... Ah, si c'est pas raciste, mais c'est peut-être pas raciste, c'est peut-être... voilà, c'est peut-être juste... c'est peut-être même antiraciste, si vous voulez. Vous, hein? C'est moi. À ce qui paraît, je suis une merde finie. Je suis un... Ah, c'est parce que c'est lui qui est une merde. Oh là là, oh, c'est... oh là, d'un seul coup, ça m'a foutu un coup, franchement, d'un seul coup, je suis tellement triste pour lui. Oh, c'est horrible, c'est horrible. La haine de soi, là, oh là là, ça m'a... Putain, j'aurais préféré qu'il fasse une blague raciste plutôt qu'il dise ça. ancien rappeur reconverti dans l'analyse critique des textes et de la philosophie du rap français. Je diffuse des vidéos dans lesquelles je débunk les punchlines des MC mainstream. Pardon, je décortique la prose des rappeurs grand public. Parce que personne n'avait compris. Personne n'avait compris. Il parlait anglais. Personne n'avait compris. Aujourd'hui, on se penche sur l'œuvre d'un penseur de son temps, d'un chercheur. Mon truc, c'est les paroles, quoi, les mots. Encore des mots, toujours des mots. Je me suis donné pour mission de dénoncer les Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? ressorts misogynes et violents de l'idéologie délétère qu'est devenu le rap, parce que je suis un gros fils de pute de rageux qui a jamais réussi à être connu et qui donc a décidé de vouloir détruire le game. Un jaloux. Quoi. Un peu comme ces petits, vous savez, quand on joue au foot dans la rue, il y a toujours un petit qui est là qui joue pas. Hop, j'ai une amertume, un désir de vengeance. Ouais. Je crois que j'avais arrêté là parce que je me suis dit, oh là là là. Le trauma dump, vous voyez, le trauma dump, je comprends rien. Bah, il explique qu'il a commencé à critiquer le rap parce qu'il a essayé d'être rappeur, il n'a pas réussi à être connu, et donc il a la rage contre le rap. Mais alors, le n'est pas vraiment de blague, je sais pas si c'est censé être ironique, je sais pas si c'est... Ça a l'air réel en fait, ça a l'air réel parce qu'il n'articule ici aucune plaisanterie, il n'articule aucune blague, il dit juste, il a l'air d'énoncer des faits. Il a commencé le truc par je suis une grosse merde. Enfin, tout ce qu'il fait là, c'est qu'il nous étale une haine de soi qui est censée expliquer pourquoi est-ce qu'il déteste le rap. Alors j'imagine que c'est ironique, parce que malgré tout, dans les petits trucs que j'ai vus de lui, il a l'air quand même convaincu du fait que l'idéologie du rap est effectivement délétère, etc. Mais son origin story, elle est abominable, quoi. Genre, il a été laissé de côté par l'univers du rap, etc. Alors, si vous voulez, l'ironie, c'est censé être un truc qu'on répète, on dit quelque chose de vrai, ou qui peut être vrai, mais de telle sorte à ce qu'elle sonne faux, qu'elle nous permette de nous libérer de nos fausses croyances, etc. Donc peut-être que il essaye ici de prévenir des accusations, qui fait ça parce que c'est un rageux, mais quelle est la fonction de cette ironie ici? Vraiment, je vous avoue que je ne comprends pas. Je comprends pas quelle est cette fonction. Ça a l'air vrai quand même ce qu'il dit. Enfin, l'origin story est peut-être complètement inventée, mais elle est dite de manière tellement poignante que peut-être que c'est le personnage qui l'a inventé pour cette pièce. Mais le problème, est-ce un personnage qu'il a inventé pour cette pièce alors que c'est la pièce L'Ordre du Dérapeur, qui a le même nom, Le Dérapeur, dans tout son contenu. La frontière entre la fiction et le réel est ici abolie. Peut-être est-ce parce qu'il estime que dans le rap aussi, la frontière entre la fiction et le réel est abolie, alors il a envie de jouer sur le même tableau, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il a voulu faire un anti-braggadocio, c'est-à-dire que dans le rap, on fait le braggadocio, on se met en avant, on explique à quel point on est génial, etc. Il a voulu faire exactement l'inverse en disant qu'il est lui-même une grosse merde. Et d'ailleurs, je suis très déçu, franchement, parce que la seule blague à laquelle j'ai rigolé jusqu'à présent, et j'ai bien rigolé, elle était simplement dans ma tête. Elle était purement et simplement dans ma tête. C'est-à-dire que pour rigoler à son spectacle, il faut rigoler à des blagues qui n'existent pas ou qui n'existent que dans ta propre imagination. C'est quand même catastrophique pour le moment. Hein. Mais bon, il n'y a que 5 minutes. Allez, en tout cas, je voulais juste exprimer ma perplexité. On va choisir de le prendre pour argent comptant et de se dire que bah oui, c'est effectivement un type frustré qui a voulu percer dans la musique et qui est depuis très fâché sur le rap, puisque c'est ce qu'il semble vouloir que nous croyons. Eh bien, triste. Je suis triste pour lui. J'aurais aimé qu'il perce. Et le pire, c'est que maintenant, il a changé son fusil d'épaule. Il est désormais un analyste et un homme de spectacle. Et il n'a pas percé davantage. C'est quand même grave. Hein. Si vous voulez, c'est triste parce qu'il y a toujours ce truc
qui m'a fasciné, beaucoup de rappeurs qui ont failli percer dans le foot, etc., ils ont finalement réussi à percer dans le rap. Le premier qui m'avait marqué là-dessus, c'était Sefiu, parce qu'il était en centre de formation à Arsenal, je crois, ou dans un autre grand club anglais. Et finalement, il a réussi à percer dans le rap. Après, il a réussi à percer dans le business. Il y a des gens, ils sont vraiment faits pour percer. T'as cette impression, parce que c'est la mentale de champion, à la Blue Lock dont on parlait hier, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont cette mentalité à la Blue Lock, les vrais égoïstes, comme dirait Ego dans la série, et qui parviennent à percer dans le sport, dans le business, à percer dans le rap, etc. Et il y a des gens qui sont condamnés à jamais percer nulle part, quoi. Et malheureusement, il est possible, je dis pas que c'est le cas, mais il est possible que ce soit le cas de ce pauvre dérapeur qui s'est mangé, d'après ses propres dires, un mur dans le milieu de la musique pour ne pas exactement percer dans le milieu du spectacle. Mais je souhaite de trouver sa voie. Je lui souhaite uniquement le meilleur. Et un gros nez. Oui, c'est vrai. Après, c'est un peu compensé par la taille des oreilles. Ils sont pas mal aussi, hein. Il parle de... Beau volume. Il injurie son propre Vous physique savez que maintenant, j'arrive à c'est les triste. bouger? T'es pas si moche, le dérapeur. T'es pas si C'est moche, parce que toute mon franchement. enfance, j'ai porté des Mais lunettes. t'as même ça pas un développe gros des nez, petits muscles regarde. pour C'est nous les remonter Renois montures. qu'on a un gros nez. Et autant, si je bosse un peu le truc, je peux arriver à voler. Un mec brisé, c'est ça. J'ai toujours eu envie de savoir voler. Mon Mais vous voyez, vous faites un spectacle et vous vous dites alors qu'est-ce que j'ai comme talent à faire valoir dans mon spectacle? Ah bah je sais bouger mes oreilles. Mais c'est pas un spectacle de maternelle, le dérapeur, c'est pas un spectacle de maternelle. Tu vas nous faire un collier de nouilles, tu vas montrer le déguisement de la fée Clochette que t'as fait avec ton papa. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? On passe au sérieux, s'il te plaît, le dérapement. C'est bon, comment dire, les lacunes d'attention parentale, c'est très, très difficile à y survivre. Je sais, j'ai grandi dans une famille monoparentale, mais s'il te plaît, c'est pas l'espace, le lieu, le dérapeur. C'est pas le lieu. T'as des choses intéressantes à dire sur le rap, je crois. En tout cas, c'est ce que tu dis. Alors, parle-nous un petit peu de rap, d'accord? S'il te plaît. principe moteur, c'est la fuite. J'adore m'enfuir. Déjà, de base, j'ai un bon gros level de lâcheté parce que je suis un homme. En plus, j'ai développé des techniques mentales pour esquiver tout ce qui ressemble de près ou de loin à des responsabilités. J'adore m'enfuir. Soyez pas étonnés si je m'échappe au milieu du spectacle. Rigolez pas, c'est arrivé hier. Certains aimeraient que ce soit le cas. Là. Certains aimeraient qu'il s'échappe tout de suite. Je le vois dans le chat. Je vois dans le chat. Certains aimeraient qu'il s'échappe immédiatement. Je m'appelle le dérapeur parce que je veux éradiquer l'idéologie du rap. Si je voulais éradiquer la pensée de Raël, par exemple, ça serait le déraëleur. Ou le marxisme, le démarxeur. Voilà, bah déjà, ça commence fort, vous voyez. Les deux comparaisons qu'il trouve avec le rap, les raéliens et Marx. Vous vous souvenez du poème de Baudelaire, quand on écrit un texte comme ça, aucun mot n'est laissé au hasard. Donc, ma take, c'est que, pour lui, le rap, c'est de la merde parce que c'est déjà à mi-chemin entre la secte raélienne et le marxisme, c'est-à-dire une idéologie, vous savez, qui a fait 13 milliards de morts, faut le savoir. Donc, quand même, on est déjà sur la bonne voie pour voir la matière, la substance de sa critique. C'est qui Raël, c'est un leader de secte qui considère que les êtres humains ont été créés par les extraterrestres et qui a, comment dire, rassemblé une communauté de fans autour de ça, qui lui file du pognon et qui le considère comme un prophète extraterrestre, un truc comme ça. Bon. Il y a même un roman de Houellebecq où il s'inspire de ça. Je crois que c'est dans Plateforme, non? Les Houellebecq-olâtres dans le chat, vous pourrez préciser cela. Et les textes de rap, quand on les lit, par exemple, je prends des phrases comme celle-là, je veux savoir le prix de cet aspect. Et je m'interroge sur les valeurs que véhicule ce type de phrase. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci? Sans parler d'égalité homme-femme, est-ce qu'il n'y a pas un léger problème quand on en est à demander le prix d'un autre être humain? Les michetots, ils découvrent ce type de milieu, le fait qu'en plus SCH, il passe son temps à parler de ces univers interlopes, de michetots, de prostitution, etc., de banditisme. Bon, il est très prom dog, Je pense que ça va être une des grandes caractéristiques. Il t'a volé 10 balles, mais lui 10 balles de 9 mm. Voilà le genre de phrase que je me tape à longueur de journée. Il est choqué par, c'est pas la punchline de l'année, mais enfin, t'as jamais joué à GTA, enfin je sais pas. C'est un spectacle d'humour ou une conférence gesticulée? Je pense que c'est une conférence gesticulée, mais lui-même il le présente comme un spectacle, comme un seul en scène. Bon, j'ai vu des cours de chimie mieux mis en scène. Ouais, disons que c'est une conférence gesticulée, après tout, je pense que c'est ça, mais il n'a pas repris le concept, peut-être qu'il n'aime pas Franck Lepage, peut-être qu'il le considère trop à gauche, mais
Un spectacle d'Alain Bauer, ouais. Chaud comme les Boko Haram. Boko Haram est une secte musulmane qui kidnappe, viole et vend des femmes depuis plus de 20 ans en Afrique de l'Ouest. Un rappeur, un épisode, c'est la formule que j'ai choisie. Nigeria ici. Bien, c'est rare que, comment dire, les stars du Nigeria soient citées. Quand ça parle pas des Super Eagles, ben voilà, Boko Haram mentionné. Comment dire, en tant que Nigeria, ça fait quelque chose de voir la pertinence, que la pertinence culturelle de mon pays ne se limite pas à Nollywood. C'est charmant. Sur ma chaîne YouTube pour m'attaquer à une masse textuelle colossale qui résiste à la critique, d'une part parce que les rappeurs nous pondent des morceaux à la chaîne, d'autre part parce que le journalisme rap. Les jeunes prennent la coke et visent la teuté. Ah, ça c'est un classique. Le journalisme rap. Il parle d'Ilias OMG. Elle suce tellement mon équipe qu'elle en a des croûtes sur les genoux. Ah, ça c'est un classique. Ça fait un classique. Consigne à suivre en cas d'incendie. Ça, c'est un classique. Alors en bas de mes vidéos, je reçois des commentaires très encourageants. Vas-y, continue. C'est bien ce que tu fais. C'est d'utilité publique. Donc je réponds merci maman, je t'appelle ce week-end. Mais il y a aussi des gens qui comprennent pas trop la démarche. Bouffon, jongleur de rue, homme soja, pitoyable. Pire chaîne YouTube que j'ai jamais vue. Totalement ridicule. Vraiment mauvais. Nul. Zéro. Boomer. Le plus grand PDG que j'ai jamais vu. Alors je suis allé voir ce que ça voulait dire. Mais 6 minutes 37, il n'a fait que trauma dump. D'abord sur son physique, sur le fait qu'il n'a pas percé dans le rap, maintenant sur le fait qu'on le critique sur Internet. Mais les gens te connaissent pas encore. Fais ça un peu après, quand t'as créé de la sympathie, quand t'as... Oh là là, direct. Essayez de farmer de la sympathie directement en disant non mais je suis moche, je suis nul, je suis un loser, etc. Je n'aime pas cette stratégie. Captatio benevolentiae, normalement, on est censé faire plaisir aux gens, pas commencer immédiatement une conversation avec du trauma dump, mais il manque vraiment de capacité sociale, ce garçon. Il en fait un spectacle. Non. Je suis désolé, oui, mais comment dire, ça marche un petit peu parce que j'ai quand même de la sympathie, voire de la compassion pour lui. Et peut-être qu'on en aura besoin pour tanker ce qui vient après. Mais je vois les ficelles de cette stratégie et ça me plaît pas du tout, vraiment. Ça veut dire bandeur de gadji, BDG. C'est un genre de prédateur intello, quoi. Et il y en a un autre qui m'a dit « Tu ressembles à ces mecs bourrés en soirée qui adoptent la tactique du plus féministe que le féminisme pour pécho une meuf qui finira par repartir avec un rugbyman. » Parce que le féminisme, selon moi, c'est le lesbianisme politique. Je dis « Eh bien non, monsieur le commentateur désobligeant. Je ne suis pas ce misérable pochetron que vous projetez en moi. Je ne bois plus une seule goutte d'alcool depuis le 7 octobre 2001. » Oui, c'est précis, oui. Mais quand on... Quoi, maintenant, il nous fait des alcooliques anonymes? Mais... Déjà, il a quel âge? Quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Qu'est-ce qui est en train de se passer, maintenant? Réussi à arrêter de boire, on retient la date. Et moi, j'adore les dates. Mes préférés, c'est les medjool, bien sucrées, bien grasses, avec un grand mug de café, une tranche de bon pain. Ouais, je sais, c'est abusé comme blague, oui. Hein? Comment ça, c'est abusé? Mais comment à quel niveau c'est abusé? Pourquoi c'est abusé? T'as fait un jeu de mots et qui est abusé, t'as fait un petit jeu de mots, c'est mignon. Je retiens les dates, je retiens surtout les dates. Mais moi, je préfère les Deglet Nour. Voilà, je peux faire la même blague juste après lui. Je retiens les dates, mais je préfère les Deglet Nour. D'accord, t'as fait une blague sur les dates. Mais pourquoi tu dis que c'est abusé? Pourquoi tu passes 5 minutes dessus? Il a fait un blanc, il a fait un silence pour que les gens apprécient la punchline. Mais c'est comment dire, c'est pas une punchline. Enfin, moi je trouve que c'était mignon de le placer comme ça, de faire des petits jeux de mots comme ça. Moi j'adore les jeux de mots comme ça. Mais tu passes 1 minute dessus et après tu dis oh mais c'était abusé d'avoir fait un jeu de mots sur les dates. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est les jeux de mots qui lui posent problème dans le rap. On a l'impression que comment dire, il déteste tellement le rap que le simple fait de faire un calembour, c'est devenu quelque chose d'obscène pour lui. C'est n'importe quoi. Mais pourtant il en fait. Et après, il se déteste lui-même d'avoir fait un calembour sur les dates, insignifiant, pour dire oui, j'aime bien le café, manger le café avec des dates. Mais oui, moi aussi, c'est un de mes fruits préférés. Et je suis même pas musulman, mais j'aime les dates. Voilà. Jusque c'est bon. Oh.
très étrange, vraiment très très étrange. Mais c'est bien, on a des choses à étudier. Là, on n'est pas juste là à se marrer, à se moquer, etc. Parce que plus le temps passe, moins j'ai envie de me moquer, et plus je me dis, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui est pas bien entouré, c'est quelqu'un qui a besoin de davantage d'amis, etc. C'est vraiment ça. Ou peut-être que c'est un très grand artiste et que c'est vraiment l'effet qu'il essayait de produire. Ça reste possible. Et dans ce cas-là, comment dire, on est en train de jouer aux dames alors que lui, il est en train de jouer aux échecs avec le level de Kasparov. Les dates. Mais quand j'ai relu mon script, oui, j'ai un script, oui. Ben, ce que je dis, je l'ai écrit. Même quand je dis que ce que je dis, je l'ai écrit. Ouais, c'est tout, moi, cette blague. J'adore me servir des dates comme accès au passé pour me balader dans ma mémoire. Et j'ai un goût pour les balades mentales. Dans ma tête, je peux aller dans les montagnes lunaires du Baloutchistan, au fin fond du désert de Mongolie, sur les plages enneigées de Montauk aux États-Unis. Les États-Unis est un grand pays de l'autre côté de l'Atlantique que la géniale féministe juive Andrea Dworkin appelait l'Amérique, en l'écrivant toujours avec un K, pour qu'on se souvienne d'une des pages les plus sombres de l'histoire de cette nation, le Ku Klux Klan. D'ailleurs, au passage... Oui, c'est Andrea Dworkin qui a inventé ça, évidemment. Les mouvements radicaux noirs, qu'il écrit même parfois avec KKK, etc., on n'en a rien à branler. C'est Andrea Dworkin qui a inventé ça, la rat femme of all time. C'est elle qui a inventé ça, évidemment. Ça va être dur. Ça va être dur, les amis. Ça va être dur de voir ça. Parce que ouais, si ça commence avec du Andrea Dworkin, là, je commence à... Ça, je vous recommande tous les bouquins d'Andrea Dworkin. Moi, c'est la plus puissante pensée que j'ai jamais lue. C'est ton âme, vraiment. Au moins du bel look. Tu sais qu'il ne faut pas commencer avec des trucs un petit peu trop, comment dire, trop épicés. Voilà, pour ton palais qui sort tout droit des montagnes du Caucase. On va peut-être pas commencer par des plats trop épicés, mais commence par un petit peu de bel looks. Hein, truc comme ça, avant d'aller vers des plats... plus costaud. On va pas commencer par du fanon tout de suite. Non mais Andrea Dworkin, la meilleure chose qu'il ait jamais lue. Ah, tu sens, enfin, c'est même pas un red flag là. C'est toute la République populaire de Chine là. Elle a démontré en quoi la pornographie était le pire truc sadique anti-femme de l'histoire. Il y a un de ses bouquins qui s'appelle Notre sang en français, qui regroupe que des discours d'elle. Franchement, c'est de la balle. Tout ce qu'elle dit est super parlant. On dirait que chaque phrase qu'elle a écrite est taillée pour changer le monde. Il y a un feu, il y a un souffle, il y a une... Chaque phrase qu'elle a écrite, taillée pour changer le monde, quoi. Oh là là là, mais... Vous voulez changer le monde en pire pour en faire de la merde. Vision. Le discours de Martin Luther King, à côté, c'est une demande de subvention. Pas cracher à la gueule de l'histoire noire toutes les 2 minutes. Challenge le discours de Martin Luther King à côté de Andrea fucking Dworkin, c'est une demande de subvention. Laisse-nous en dehors de ça, restez avec vos féminismes blancs de merde là, dégueulasses, anti-sexe, anti-TDS, anti-tout, anti-amusement, anti-fun, anti-vie. Restez dans vos trucs là, comme ça, entre blancs. Crache pas la gueule de ce pauvre Martin Luther King. Par la même occasion, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Pourquoi le révérend se mange une balle comme ça? Pourquoi le révérend se mange une balle comme ça? Quel besoin? Une demande de subvention. Mais il est gonflé. Franchement, il est gonflé. J'ai commencé à avoir de la sympathie pour lui. Je le trouve excessivement gonflé avec son Andrea Dworkin, là. Alors le dérapeur est aussi, selon certains haters, une victime, un pauvre petit choupinou et sa maman, inculte, manipulateur, hors sujet, farfadé, blaireau, qui mérite une bonne tawa. Il y en a même un qui veut utiliser ma peau pour en faire un djembé. Une bonne tawa? Qu'est-ce qu'une bonne tawa? Alors je sais pas dans quelle langue c'est censé être, une tawa. Mais une treha? Une fête? Une tawa, c'est une fête en arabe. Ah, lui faire sa fête, alors lui faire sa tawa? Ça va chercher loin. On l'apprend à l'instant du nouveau enfin après la disparition il y a 3 ans du célèbre youtubeur critique de l'idéologie du rap, le dérapeur. Les enquêteurs ont pu établir de manière formelle la présence de l'ADN de la victime sur un objet pour le moins surprenant.
Oui, écoutez Florian, je suis actuellement sur le campus de la fac de lettres de Montpellier qui a été entièrement fermé au public suite à cette macabre découverte que... Bon, évidemment, un tel individu ne pouvait surgir que des rues sordides de Montpellier. Entre 3 jongleurs, 2 cracheurs de feu et 5 cadavres de Maximator, émerge comme la créature des marais de son marécage, le dérapeur. J'aurais dû m'en douter, il faut fermer Montpellier au public. Qu'est-ce que cette ville nous a fait? Qu'est-ce que cette ville a fait au monde, vraiment? De Georges Fraîche au dérapeur. Terrifiant. Les enquêteurs viennent de faire, ce n'est pas seulement l'ADN, mais la peau du dérapeur qui a été retrouvée sur un instrument de percussion, Florian. Un instrument de type djembé. On ne sait toujours rien sur le mobile du crime, mais c'est en tout cas une avancée décisive qui a été faite pour élucider les causes de la disparition du militant féministe. C'est vrai que j'ai une croyance un peu étrange sur laquelle se fondent un peu toutes mes hypothèses. Une théorie qui consiste à penser que les femmes sont des êtres humains. Blague à part. Faut lire les travaux qui existent sur les processus de déshumanisation. Il y a des textes assez intéressants là-dessus. Il y a notamment un philosophe états-unien. Malheureusement, son nom m'échappe. Je pourrais vous retrouver ça à l'occasion, qui écrit 3 livres successivement sur le concept de... il me revient. John Livingstone Smith. Qui a écrit plusieurs ouvrages sur le concept de déshumanisation. Et il insiste bien sur le fait que ce processus de déshumanisation, qui est un processus extrêmement utile, et je mets ça entre guillemets, mais en réalité c'est bien ce que ça signifie, en période de génocide, on l'a vu à l'œuvre, évidemment, à Gaza, etc., ce n'est pas un processus qui concerne le genre, mais c'est bien plus, effectivement, un processus qui concerne l'ethnie et qui concerne la race. Les femmes ne sont pas déshumanisées. Elles sont infériorisées, elles subissent évidemment des discriminations et des violences parfois absolument considérables, mais le processus de déshumanisation, c'est un tout autre processus, et c'est un processus qui est essentiellement lié à la question raciale. David Livingstone Smith, pardon, oui c'est ça, c'est pas John, c'est David Livingstone Smith. Merci pour la correction, je suis désolé. Et donc, dire que moi je suis spécial parce que je considère les femmes comme des êtres humains, bon, c'est une énorme connerie. Les gens les plus sexistes, les plus phallocrates, etc., considèrent les femmes comme des êtres humains. C'est absolument pas ça c'est absolument pas ça le problème, quoi. Il est en train de tout whip-in, mais bon, on l'avait déjà compris, et c'est une manière en gros de dire que la question du racisme, la question de la racialisation, etc., c'est de la merde. La seule question, le seul sujet qui digne d'intérêt, c'est les femmes, parce que Andrea Dworkin, la pire féministe de l'histoire de l'humanité, l'a dit. Bon, n'allons pas trop vite avec les concepts. Gardez ça de côté, on va y revenir. C'est du prophème maxing, oui, c'est ça. Je tire fort sur la corde, mais il y a 2 chiennes au bout de la laisse. Ouf, ouf, la petite, elle est freak. Je la baise et je la laisse. Je la tue. Zola. On lui dit ? Ouais, salut Aurélien, ça va ? Ouais, il s'appelle Aurélien, il vient de Vesoul. Non, c'est quand tu dis je tire fort sur la corde, là, dans le morceau. Ouais. Mais il a même pas réussi à faire une blague sur le fait que Zola, c'est le même nom que Émile Zola, je sais pas, il se moque du fait qu'il s'appelle Aurélien, qui vient de Vesoul. Enfin, il se moque du fait qu'il n'a pas de street cred pour dire ça, Zola. Après, le problème de Zola, c'est que quand il était en train d'enregistrer ça, je pense, c'est qu'il a eu du mal à l'écrire parce que ça sortait en anglais. Il y a tout qui sortait en anglais. Et c'était relou. Je pense que c'était trop relou. Alors c'est pour ça que la phrase, elle n'est pas super bien écrite, parce que, voilà, ça sortait trop en anglais. C'est ça le problème. Mais Aurélien vient de Vesoul, c'est la punchline. Tu veux dire que, je sais pas, que on se moque des noms chrétiens parce que c'est pas des noms assez rapologiques. Je comprends pas ce que c'est censé vouloir dire. C'est vraiment des blagues de TikTokers de 13 ans avec des voix IA. Après, si c'est tes meufs à toi, t'as le droit de les attacher. Hein. Moi, je suis pas là pour juger. Hein. Non, mais c'est vrai. Après, il y en a une, tu dis que c'est une petite. Après, tu dis que tu la baises. Ah, c'est pas une enfant. Vous allez me dire, tu le critiques alors que tu viens de faire une blague sur une ville avec Montpellier. Mais vous pouvez pas aimer ma blague sur Montpellier. Et au moins, c'était une blague, tu vois. J'ai dit quelque chose sur Montpellier. J'ai pas juste dit Montpellier.
j'ai fait une blague sur le fait que c'était la ville des punks à chiens, des troubadours, etc. Bon, voilà, c'est une blague. C'est un truc que les gens qui connaissent Montpellier connaissent sa réputation. Voilà, au moins dis-nous quelque chose sur Vesoul. Je sais pas, fais une blague sur, je sais pas, Jacques Brel, j'en sais rien. Tu vois, il évite toutes les rêves françaises alors que ce serait tellement facile. Vesoul, Jacques Brel, Zola, Émile Zola, je sais pas, là t'as un public de boomers qui vient te voir, là, qui d'autre va voir ça à part des gros boomers? Je sais pas, donne-leur quelque chose, donne-leur des petites refs de profs de français, j'en sais rien, moi. Ah, c'est une petite entaille, d'accord. Mais du coup, pourquoi tu dis que tu la tues après? Aïe, 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 aïe. Dans quoi je me suis lancé? Shoot, balle dans la tête. Shoot, shoot, balle dans la tête. Dans ce refrain du... Oui, c'est pas mal, hein, vous le connaissiez. Dans ce refrain du morceau Chasse à l'homme, le rappeur Niska évoque à demi-mot, tout en pudeur et en retenue, le climat d'absence de repères dans lequel vivent les jeunes francisiens. Le verbe shooter, employé ici à l'impératif, une dizaine de fois par refrain, nous invite à affirmer notre force d'exister en abattant autrui avec un revolver. Dans un élan d'idéalisme exhalé, Niska, l'apôtre du Schlass... Exhaler, c'est l'odeur. Exalté. C'est dur, hein, c'est dur de tenir sur scène. Tu sais, j'étais à ta place, mais reprends-toi. Au moins, reprends-toi. C'est ton texte. T'as un ordi à côté pour te rappeler ton texte en plus. T'as un ordi à distance de vue. Exalté. Le pape des thugs, Tché du Hood. Le pape des thugs, le Tché du Hood. Je m'étrangle. A pris son bâton de pèlerin pour diffuser son message sur les routes de France et d'ailleurs. Ici, on a une autre... Son spectacle, il est tellement gaze que tu commences à t'ambiancer et prendre du plaisir qu'au moment où il passe des extraits des trucs qu'il déteste le plus. C'est vraiment abusé. C'est une dinguerie, en fait. Le seul bon moment jusqu'à présent, c'est quand il a mis un petit extrait de Niska, là. Et sinon, c'est à chier. Désolé, je voulais pas l'insulter si je dis c'est à chier. Je m'étais promis de pas être aussi comment dire, de pas être aussi radical, mais c'est heureusement que vous êtes là, hein, chat. Heureusement que vous êtes là, chat, parce que sinon, moi tout seul, j'aurais pas regardé ça. Vous m'aidez à avancer dans la vie. Je vous en suis reconnaissant. Pépite, c'est du Julien Schwarzer, un Aubagnais, plus connu sous le nom de Julien SCH. Schwarzer. Je suis au fond de ta gorge, dans l'audi, fais juste ton job, je te paye après en... C'est le vrai nom de famille de SCH, mais c'est pas genre Schneider ou un truc comme ça? C'est Schwarzer? C'est quoi? Parce que sa manière de prononcer l'allemand, elle est dégueulasse. Après, s'il vient de Montpellier, il n'a pas fait allemand LV2 ou LV3 forcément, donc je lui pardonne, mais il prononce n'importe comment. Schneider, c'était un surnom à ses débuts, donc c'est Schwarzer. Ok, merci. Pas méchante, elle veut m'amadouer en suçant tous mes potes. C'est rigolo. On lui dit? J'ai son numéro, hein, on peut l'appeler, hein, si vous... Oh, il C'est refait, parti. oh là là. Ouais, salut Julien, ça va? Ouais, Shifter Pro, ouais. Non, c'est dans le morceau Oh. Champs-Élysées, là. Les paroles. Oui, les paroles. Oui, je sais, t'es pas comme ça dans la vraie vie. Non, Shifter Pro, il s'est dit, ah, les gens, ils connaissent Bande Organisée, alors on va faire une petite ref à Bande Organisée, parce que les gens, ils connaissent aucune autre chanson de rap où il y a SCH à part Bande Organisée. Shifter Pro. Oh là là. C'est laborieux, c'est laborieux, c'est laborieux. C'est là que tu vois, en fait, mais en fait, c'est ça qui est terrible, parce que vous voyez dans l'écriture, ça vient de me tomber dessus, là, comme une, comment dire, ça vient de me tomber dessus comme une sorte d'évidence. Qu'est-ce qui est terrible? Et après, bon, morceau Bande Organisée, bien sûr, excellent morceau Bande Organisée, c'est pas ça la question, mais c'est juste que c'est des millions et des millions et des millions d'écoutes, donc forcément les gens connaissent ça. Mais le fait qu'il fasse ça, et pas mal de petits éléments qu'on a vus auparavant, où par exemple il a traduit une phrase excessivement commune dans n'importe quel milieu, comment dire, un peu porté sur la culture contemporaine, sur internet, etc. Genre je décrypte les punchlines dans le rap mainstream, un truc comme ça, il l'a expliqué après. Ce qui est catastrophique, je trouve, dans sa démarche, c'est que c'est tellement visible qu'il s'adresse à un public qui n'écoute pas de rap. C'est-à-dire qu'il essaye de, comment dire, déradicaliser des gens
sur le rap qui n'ont jamais écouté de rap. Mais quel est l'intérêt? En fait, tu veux juste bitcher sur le rap auprès de gens qui ne connaissent rien au rap. C'est ça le but. Mais c'est nul à chier comme méthode et comme manière de procéder. Tu vas parler à des gens qui n'ont aucune connaissance, c'est-à-dire ton spectacle est taillé pour parler à des gens qui n'ont absolument aucune connaissance de ce genre musical. Tu isoles des faces comme ça, juste tu fais regardez comme c'est de la merde. Et tout est taillé pour parler uniquement à des gens qui n'écoutent pas de rap, qui ne connaissent rien au rap, qui n'en ont rien à foutre du rap, et dont finalement leur seule médiation vis-à-vis de ces cultures et de cette musique-là, ce sera toi et tes conneries, etc. Et donc tu viens les introduire, tu les prends à la main, non pas pour les introduire à la diversité, à la variété, aux ambiguïtés de ce style musical et de cette manière d'écrire, mais pour leur dire, ah, regardez, je vais vous introduire au rap, c'est de la grosse merde. Mais quel travail malhonnête et inutile, franchement. On vient pas expliquer aux gens quelque chose de nouveau pour leur expliquer que c'est de la merde et qu'il n'y a strictement rien à y trouver d'intéressant. Tout ce que tu vas introduire, tu vas introduire les gens à ta propre haine, ta propre détestation, et les initier à ta haine et à ta détestation. Et c'est une, comment dire, c'est une manière de procéder qui est assez détestable, très sincèrement. Non mais bien sûr, oui, il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Bon, après, là, pour le coup, c'est plutôt l'artiste qu'il faut savoir séparer de l'homme, non? Cet artiste ne fait pas uniquement des couplets remplis d'apologie du proxénétisme, il fait aussi des galas, des showcases pour LVMH, Chanel, France Inter. Il travaille en partenariat étroit avec l'industrie du luxe. Alors vous me direz, mais quid de la lutte des classes? On va refaire, hein, c'est le matin. Ça se met en route, Festival d'Avignon. Ouais, ça se met en route. On va y aller, tous ensemble. Alors vous me direz, mais... Eh bien, rassurez-vous, SCH... Hein? Ça fait trop le gars frustré qui aurait aimé que les gens répètent ses paroles en couplet exactement comme Niska qu'il vient de voir en les jalousant, le spectacle de Niska, et là il reproduit dans un petit théâtre du Festival d'Avignon, devant un public captif et médusé, cette scène dont il a tant rêvé et à laquelle il n'a jamais accédé. C'est misérable, et c'est d'autant plus misérable que ça ne marche pas du tout, parce que jamais dans aucun monde, personne n'aurait dit spontanément quid de la lutte des classes. Alors c'est peut-être ça la blague, ça ne marche absolument pas. Jamais personne ne dit quid de la lutte des classes après qu'on ait expliqué que SCH collaborait avec des marques de luxe. Mais en quoi est-ce que SCH est censé être un leader communiste? Qui a cru ça? Pourquoi est-ce qu'il serait censé être un marxiste? Pourquoi est-ce qu'on parle de lutte des classes précisément à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on est censé parler de lutte des classes avec quelqu'un qui est une égérie de marques de luxe? La lutte des classes, c'est contre les égéries, c'est contre les publicitaires, c'est contre les employés. Où est-ce que ça va? J'ai trop de questions, S'il te plaît, le dérapeur, éclaire-moi de ta lanterne. Je m'étouffe. Je m'étouffe trop aujourd'hui. Je fais bien de la lutte des classes dans ses clips. Audi classe A, Audi classe B, Mercedes classe E. Ouais, parce que les rappeurs... Ça, c'était pas mal. Première bonne punchline du dérapeur, à part celle que j'ai inventée. Il fait de la lutte des classes, il fait de la lutte des classes A, classe E, classe S, Mercedes, Audi. Ah, c'est ça, tu veux. Tu vois quand tu veux. Tous des concessionnaires automobiles accomplis. Elle t'a brisé le cœur, fallait briser sa chatte, dire au gosse à sa russe, fais la bise à papa. Les gens ne rigolent que lorsqu'ils sortent des punchs. Il n'y a que les punchs qui sont drôles. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Sa russe, c'est du verlan, ça veut dire sa sœur. Il explique ça! Oui, le rappeur est revanchard. Il explique ça. Hein. Si tu lui fais à l'envers, c'est pour des gens qui connaissent rien. Qui était mort, hein, le rappeur. Hein. Surtout si t'es une femme. On est là sur du conseil de grand frère. Si la meuf te brise le cœur, tu dois non seulement lui briser sa chatte, sorte de viol punitif assorti de blessures physiques, mais aussi... Mais non, mais c'est pas ça. Briser sa chatte, c'est pas un viol punitif. Ce qui veut dire, c'est que si elle t'a quitté, en gros, c'est peut-être que tu baisais mal, t'aurais dû mieux lui faire l'amour, lui briser la chatte. Est-ce que c'est absolument brillant, génial là? Non, mais en gros, fallait, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait. Il regrette de pas, son pote lui explique que ta meuf t'a quitté, c'est peut-être que t'étais un mauvais coup, etc. Et donc il faut s'améliorer là-dedans. Dire au gosse à sa rosse, fait la bise à papa. Enfin, bon, voilà, bref. enfanter la sœur de cette femme afin que l'enfant né de cet autre viol soit ton fils biologique. Mais non, c'est pas ça. Bon esprit.
Alors ce groupe s'appelle PNL. Déjà le nom, PNL. Ça vient de Peace and Love. C'est un jeu de mots entre Peace and Love, le slogan phare du mouvement hippie, et les lovés, c'est les sous qu'on gagne quand on charbonne. Donc déjà, il y a une dimension idéologique dans le nom de ce groupe, mais PNL, c'est aussi l'acronyme de programmation neuro-linguistique. Et là, les amis, on rentre dans un autre délire, parce que la PNL, c'est une méthode... C'est aussi le Parti national libéral de Lesquin, n'est-ce pas, le militant d'extrême droite. Le lore s'épaissit. Le lore s'épaissit. Parce que je pense que PNL, surtout avec leur côté corse, là, c'est des nationalistes blancs, comme de Lesquin. C'est logique, puisque c'est le même mot. PNL, c'est le même acronyme. C'est les mêmes lettres. Donc c'est la même chose, c'est logique. Oui. Délire d'interprétation, c'est un peu border tout ça. Hein. C'est un peu border, il va falloir peut-être consulter. Optimisation de notre façon de penser, c'est un outil qui vient de l'hypnose et qui sert un peu à retourner le cerveau quand même. Hein. On en retrouve dans la pub, dans le sport, dans le marketing. Et t'imagines si on laisse ces rappeurs nous reprogrammer mentalement ? Les rappeurs, ils vont nous reprogrammer mentalement. Il y a quelqu'un qui rigole, donc j'espère que c'est vraiment une l'air d'être une blague quand même, mais qui s'est basé sur le fait que l'acronyme était le même. Moi, je préfère la blague version de Lesquin. Je préfère. Alors, comment allez-vous en ce moment ? Oh, je sais plus trop où j'en suis. Il gauche, Bibi, il y a Mowgli qui recoupe la pure avec du Gucci comme Mitch. C'est très con. Et l'image des types qui ont une discussion, un type qui a une discussion normale et l'autre il répond que avec des phases de rap, il y a quelque chose là, il y a quelque chose. C'est assez basique, mais là il y a quelque chose. Il vient de faire un truc quand même. Il vient de faire un truc. Il vient de faire un petit truc. Avec PNL, c'est les plus gros fils à papa de l'histoire de l'industrie musicale. Avec des clips tournés au Japon, en Islande, en Namibie, à Naples, avec des singes, des figurants, des comédiens, des décors, un clip où ils ont loué la Tour Eiffel, des pubs de 600 mètres carrés sur des buildings, des campagnes promo à 6-0. Et puis en 2019, plus rien. Alors d'où venait la thune des PNL ? De leur vente gigantesque, de leur vente pachydermique, de leurs concerts monumentaux, pharaoniques. Je sais pas, hein. Ça venait du fait qu'ils faisaient du fric, quoi. Ils faisaient du pognon. Ils avaient percé de baiser. D'où vient leur argent ? Bah, comment ça ? D'où vient l'argent ? Bah, en plus, ils étaient en Inde, ils prenaient la part du lion sur chaque vente. Bah, c'est de là que ça vient. Je sais pas. Tu vends un produit, il a un succès gigantesque, t'empoches du fric, tu le réinvestis dans des clips et dans des trucs. Je sais pas, y a pas... C'est pas spécialement énigmatique, non ? Oh, ils ont fait même des clips en Namibie. Comment ça de rebeux, ils vont faire des clips en Namibie, mais moi j'ai des clips en Namibie, moi. Et pourtant, j'ai du pognon, mais j'ai pas assez de pognon pour faire ça quand même. Je sais pas. Si ton spectacle il commence à avoir le succès phénoménal que je lui souhaite, peut-être que tu pourras faire des clips en Namibie, toi aussi. Si ça se trouve, tu pourras faire des YouTube, des YouTube shorts en Namibie avec un singe sur ton épaule. Il a dit, il y a même des singes. C'est dingue, il y a des figurants. Il a dit, il y a des figurants comme si c'était un truc de luxe. Mais même dans le clip de merde de ton gars, qui clip, comment dire, comme tout le monde, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, il y a des figurants. Des figurants, il a dit, il y a des figurants comme si c'était une dinguerie. Oh, il y a même des figurants, putain. Bah oui, mais les figurants, c'est pas Chalamet et Jake Gyllenhaal, les figurants. C'est Mehdi, Mahmoud et Yahya du quartier. Bon, c'est pas exact. Des mecs, t'as besoin de leur payer des liasses de billets de 500 pour qu'ils apparaissent dans ton clip. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Vraiment, sa jalousie l'aveugle ou son amertume. Je sais même pas de quoi il est fâché là-dessus. Si on demandait aux gros narcotrafiquants, ils diraient « Ah non, PNL, c'est pas nous. Nous, on a fait Joule, tout ça, mais PNL, on n'a aucun rapport. » Alors, c'est qui ? Le Qatar ? Ils ont bien payé Teddy Riner, le PSG, De Villepin. Mais on avait raison au départ sur son complotisme là sur Jack Lang. Hein. Il est vraiment en train de partir sur ouais, c'est le Qatar, c'est les narcos, etc. Il faut la main invisible ou les tentacules d'une pieuvre qui agite tout ça parce que les gens peuvent pas vraiment écouter ça. C'est forcément que il y a un complot derrière. Ils peuvent bien se payer des rappeurs, non ?
Non, je pense pas que ce soit le Qatar. Voyez, là, par exemple, ça me dirait bien de m'enfuir. S'il te plaît, oui, vas-y. René Andrieux, l'associé du milliardaire Serge Dassault, qui était chargé d'arroser toutes les assauts de Corbeil-Essonnes pendant des années, n'était autre que le père des 2 rappeurs du groupe PNL. D'où l'expression « fils à papa ». Abandonne-moi, je reconfigure, je te laisse la chatte en confiture. Traduction, t'as pas... Donc PNL a été financé par Serge Dassault. PNL est en réalité piloté par Serge Dassault et c'est grâce à Serge Dassault qu'ils vont faire des clips sur la Tour Eiffel et en Namibie. Et parce que Serge Dassault, figurez-vous, Serge Dassault, c'était c'est un type très particulier. Est-ce que vous vous souvenez de Serge Dassault? C'était aussi un homme politique. C'était aussi un homme politique. Et il était député de Corbeil-Essonnes, justement. Je crois que c'était effectivement un député de Corbeil-Essonnes, la section d'assaut. Oui, c'est drôle. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment l'exemple du type qui montre que l'argent peut tout acheter, y compris une position de député, parce que on est d'accord que l'essentiel du travail d'un député, c'est quand même l'art de la parole. Le logos, n'est-ce pas? Parler devant une assemblée. C'est pour ça que dès la Révolution française, des gens comme Robespierre, c'était un avocat, c'était un petit peu la chasse gardée des avocats, quoi. C'est un truc. Et dans énormément de pays européens, il en va de même. Les avocats se reconvertissent plus facilement en parlementaires car ils ont l'habitude de s'exprimer face à un public. Mais Serge Dassault, il n'avait absolument pas ce talent-là. C'est même très difficile de le comprendre quand il parle. Si vous avez vu déjà des vidéos de Serge Dassault, est-ce que je peux vous trouver ça? Allez, juste une petite. Là, il était jeune. Peut-être qu'il parlait mieux à l'époque où il était jeune. Juste qu'on entende sa voix. C'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qui m'importe, c'est qu'on entende sa voix. Je m'en fous. Pas l'invention du président qui vont changer, malheureusement, parce qu'il ne connaît pas le problème. Le problème, c'est que les entreprises n'embauchent que lorsqu'elles ont du boulot. Si elles n'ont pas de travail, elles n'embauchent pas pour leur donner du boulot. L'homme à l'époque le plus riche de France, un parlementaire, etc. Et voilà comment il s'exprime en public. Non, l'argent peut tout acheter. L'argent, effectivement, l'argent peut tout acheter. C'est pas exactement un tribun Mifune, c'est exactement ça. C'est même tout l'inverse. Hein. Il parle un peu comme Alf, ouais. Voilà, donc bon, c'est juste la petite parenthèse. La petite parenthèse Serge Dassault, juste pour qu'on se souvienne. Et donc ce type-là, si vous voulez, c'est ce type-là qui a financé PNL. C'est ce mec. Après, il était mort, je crois, au moment du PNL. Donc je sais pas trop ce qu'il voulait dire. Mais donc, ce qu'il voulait dire, c'est que le père des 2 membres de PNL était un collaborateur de ce type-là. Ce qui, est intéressant, sachant qu'ils parlent fréquemment dans leur texte du fait que leur père était un voyou. Alors, ça confirme la chose, oui. Si tu traînes avec Serge Dassault, forcément, t'es un putain de voyou. Et j'imagine que ses affaires à Corbeil-Essonnes étaient tout à fait sordides. Donc, ça me semble crédible. Ça me semble crédible que c'était, un des nombreux, hommes de confiance qui gravitaient peut-être autour de ce type excessivement peu recommandable qu'était Dassault. Mais est-ce que ça signifie que PNL est le fruit d'un complot du groupe Dassault? Et surtout, quel est le but de ce complot-là? Est-ce que l'idéologie de Serge Dassault, qui était, je le rappelle, un député UMP, issu du RPR, est-ce que son but, que les jeunes qui écoutent du rap deviennent plus émotifs? Parce que PNL, c'était quand même le rap, émotif, un petit peu de l'épanchement du soi, presque existentiel. Bon. Quel est l'intérêt de Dassault à ça? Sénateur? Il était sénateur, excusez-moi. Intérêt à me quitter, sinon ça va mal aller pour Watt, frangine. C'est ce qu'on appelle un consentement extorqué par la menace. En d'autres termes. En fait, il a été sur Rap Genius, il a tapé chat, et maintenant il mouline autour de ça. Une sorte de genre, de style, de légère culture du viol. À quel moment ça a merdé? Peut-être à cause de... À quel moment ça a merdé? Ça a merdé il y a 18 minutes 22, exactement. C'est là que ça a commencé à merder. Très précisément. C'est bien, on a la data. Booba, début 2002. Ah, lui, il a fait beaucoup de mal. Hein. Ah, Booba, c'est le Juninho de la culture du viol. C'est le Jacques Boutier de la francophonie, j'ai envie de dire.
Après, moi, je suis pas historien, hein. Mais je sais qu'on saura un jour, avec une belle frise et tout. Parce qu'un jour, le rap aura un bon gros chapitre dans un bon gros bouquin comme as, qui s'appellera « Histoire de la misogynie en France ». Et je laisse savourer ces punchlines. On parlera du rap dans un livre qui s'appellera « Histoire de la misogynie en France ». Oh, mais c'est deep, hein. C'est deep. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que les rappeurs, ils sont misogynes, en fait. On est en 1975. Je suis pas encore né. Je suis encore dans le cosmos. Ou dans les couilles à mon rep. Ou dans les ovaires à ma rhum. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ma mère, qui a pas fait d'études, mais qui s'est émancipée grâce au syndicalisme et à la lutte pour la contraception et pour le droit à l'avortement, anime une formation sur la place des femmes dans le monde du travail. C'est tentant de faire la blague. De faire la blague sur sa mère, droit à l'avortement, sa lutte principale, droit qu'elle aurait dû utiliser, qu'elle n'a pas utilisé peut-être. Dommage. C'est tentant de la faire cette blague, mais je la ferai pas. C'est trop facile. C'est trop facile. Là, on est quand même sur un spectacle d'un autre niveau. Alors on va s'abstenir. Parmi les invités arrive un gars, ouvrier à l'usine pétrochimique du Havre, avec 3 mômes. Le pendeur de gadji. Après, les gamins, ils ont fait hella, ils ont balancé les matelas par la fenêtre et tout. Mais le truc s'est quand même bien passé et ma mère et ce gars ont eu envie de se revoir. Bref, mes parents se sont rencontrés à une formation féministe organisée par leur syndicat. Sans le syndicalisme et sans le féminisme, je ne serais donc pas né. Voilà le résultat de l'inbreeding de générations de féministes. Oh là là là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'un couple, il faut toujours un féministe, mais s'il y en a deux, ça devient catastrophique, quoi. Il faut un peu de variété, il faut un peu de diversité, je sais pas. Non, un peu de, je sais pas, mixer les combats, marier les combats, une féministe, un antiraciste, une marxiste, un féministe, tu vois, essayer de varier un petit peu, parce que sinon j'ai l'impression que ce sont des monstres qui surgissent de ce type de croisement génétique interdit, quoi. Même Orochimaru, là, il aurait pas osé ce croisement-là. C'est un Edo Tensei absolument à sceller pour toujours au fond d'une grotte, quoi. Alors on va faire un petit jeu tous ensemble. Je vais me cacher, vous allez dire « Oh non, il est pas né !» Il est pas né comme le poisson. C'est mon moment préféré. Non, c'est vrai. Il met en scène... Mais c'est abominable. C'est abominable, je veux dire, le trauma dump. C'est abominable. Il met en scène, il force les spectateurs à lui dire, en public, qu'ils sont heureux qu'il soit né. C'est dur, le dérapeur. J'espère que tu consultes. Ma fiancée, elle est thérapeute, elle peut t'aider, là, c'est grave ce que tu es en train de montrer. Là, je suis grave premier degré, figurez-vous. C'est grave ce qu'il vient de faire, là. Il force des gens à lui dire qu'ils sont heureux qu'il soit né. Après avoir dit pendant toutes les 10 premières minutes du spectacle à quel point il se déteste lui-même, c'est dur. Comme quoi, franchement, j'ai pas envie de jeter la pierre aux parents, mais tu sens qu'il y a un problème à ce niveau-là. Être féministe, c'est bien. Aimer les gosses, c'est mieux. Et sa mère qui s'est battue toute sa vie pour l'avortement, je sais pas si elle aimait forcément tant les gosses que ça, visiblement. J'ai pas envie de... C'est dur. C'est dur ce qu'on vient de voir, vraiment. Finalement, j'ai l'impression, on s'en fout presque du rap dans ce truc-là. Le vrai sujet, c'est lui. Et c'est vraiment un appel au secours. Ouais, franchement, Mordecai, t'as raison. C'est vraiment un appel au secours, c'est dur. Vraiment, fais quelque chose pour ta santé mentale, le dérapeur. Là, c'est... Je continue à me moquer un petit peu de... Enfin, je me moque pas de toi, dis-toi. Je me moque de tes blagues, je me moque de ton contenu. Voilà, on va continuer à faire ça parce que franchement, parfois, c'est drôle. Mais vraiment, j'ai pas envie d'être méchant avec toi, j'ai pas envie de t'enfoncer plus bas que terre. Mais vraiment, là, il faut faire quelque chose. En plus, tu veux pas mettre les gens dans cette position-là. Tu peux pas mettre des gens qui ont payé leur place de spectacle ou qui se la sont vus offrir par une organisation, de t'acclamer comme ça, les forcer à t'acclamer de la sorte pour... Non, ça ne va pas, ça. T'as enduré des choses difficiles, je pense. Il faut que tu fasses quelque chose, mais les gens n'ont pas payé leur place pour faire ça, c'est pas des spécialistes. Toi aussi, tu veux sauver les blancs, normal, maintenant. Non, je suis désolé. Non, il me fait vraiment de la peine, premier degré, il me fait de la peine, franchement. Il a beaucoup plus de problèmes que tous les rappeurs que je veux. Il a plus de problèmes que moi, dis-toi. Il a plus de problèmes que moi, j'ai pas de taf, j'ai rien, mais je me sens mieux que lui. Je me sens 10 fois mieux que lui, franchement. Pourtant, Dieu sait que c'est pas forcément tout le temps la forme. Mais putain, comparé à lui, hein, je suis tellement bien. Oh là là là. Il fait trop de peine. Allez, je refais. Non. Mais non. Stop. Respecte-toi.
Oh Tu sais que c'est un peu non! comme une dystopie en fait. Une dystopie, c'est un paysage, c'est un monde cauchemardesque où le dérapeur serait pas né quoi. Oh là là! Mon Alors, pauvre. je suis un peu méchant avec le rap, On t'aime le dérapeur, on mais t'aime. c'est bien que les jeunes ils On écoutent. t'aime. Dans le chat, dites-lui que vous Bah, l'aimez le déjà chat. pour, Dites-lui que vous l'aimez, s'il vous plaît. Pour le Je permis sais, de conduire, pour le code de la route, tout ça. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Envoyez un peu d'amour au dérapeur, franchement, il me fait trop de la peine. Oh là là, vous êtes trop méchant. Vous êtes trop méchant. Vous êtes en pierre. Vous êtes en pierre, vous êtes en pierre, vous êtes en pierre, vous êtes en pierre. Je vous comprends, en un sens, je vous comprends, mais franchement, moi, il me touche. Voilà, au moins quelqu'un qui dit force à lui. Oh là. Non, franchement, non, je vous jure, je suis full premier degré. Franchement, je vous jure, je suis full premier degré. Il me fait vraiment de la peine. Et aller chercher du réconfort dans Andrea Dworkin. Non, vraiment, il a vraiment besoin, lui, d'un livre de dev perso de Bell Hooks, tu vois. C'est des trucs, ce genre de slop, pour moi, c'est pas bon à lire pour personne, mais peut-être pour lui, ça lui ferait du bien. Peut-être pour lui, ça lui ferait du bien. Franchement. Chat, ouvrez un peu votre cœur. Parfois, il y a des gens, si vous voulez, qui sont plus nuisibles pour lui-même que pour la musique, franchement. Et lui, il est beaucoup plus nuisible pour lui-même que pour qui que ce soit d'autre. On roule comme des chauffards, carbonisation de radar. Réponse A, vroom, j'accélère à fond. Réponse B, c'est moi que tu vois passer à 200 sur la voie des bus. Réponse C, à fond dans Paname, je fonce, j'ai la banane. Réponse D, si je vois 3-4 keufs, je slalom, impossible de bien pilote en étant sobre. Il attaque les rappeurs français sur le code de la route. On disait que c'était un appel à l'aide, mais il attaque les rappeurs français sur le code de la route. Son problème, c'est que les rappeurs français font l'apologie du fait de ne pas respecter le code de la route. Alors on l'aime encore, mais oui, parce que vous voyez à quel point c'est un adversaire d'une faiblesse, si vous voulez, à quel point c'est un adversaire. Je m'attendais à un adversaire, comment dire, allez, un petit peu coriace, mais non, il nous sort le code de la route. Vous voyez? C'est comme dans Oui Oui, le petit gendarme là qui fait le code de la route là, qui fait comment dire, la circulation. C'est un agent de la circulation en fait, le boug. Mais c'est terrible. Il va dire, regardez, les rappeurs ils disent qu'il faut griller des feux rouges et rouler à plus de 130 sur l'autoroute. C'est préoccupant qu'il ait besoin d'attaquer le rap sur des choses aussi dérisoires. Il a jamais vu Fast and Furious, il a jamais vu Le Transporteur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah oui, je suis déçu par l'inoffensivité du hop, c'est exactement, t'as raison, Banana Power. Non, mais oui, j'étais arrivé, là, vous vous rendez compte? J'ai mis du Baudelaire avant parce que je me suis dit, ça va vraiment être une discussion esthétique, etc. On va sortir différentes visions de ce que c'est que l'art, la subversivité, la violence des textes, etc. On en est là à dire, bah, c'est peut-être pas grave si on parle de gros dérapages, d'excès de vitesse, etc. dans une chanson de rap, parce que c'est cool, parce que ça fait partie de notre imaginaire collectif, etc. et que tout le monde adore les films de course-poursuite, les histoires de belles bagnoles, les salons de l'auto, etc. Tout le monde regarde Villebrequin, comment dire, Top Gear, etc. Bon, c'est pas la chose la plus délirante de la planète de parler de grosses voitures qui vont super vite. C'est un truc de garçon, ça c'est des garçons qui sont toxiques. Ils sont toxiques avec leurs grosses voitures et leurs petits pénis. Andrea Dworkin a dû lui apprendre ça. Bon, bah, voilà voilà à quoi on en arrive, quoi. Voilà à quel niveau on descend. Non, mais franchement, il a besoin de faire beaucoup de choses, le dérapeur. Il a besoin de plein de choses, dans sa vie. Mais ce qu'il est en train de faire là, ça n'en fait pas partie. Non, j'étais à fond de rap avant, moi j'adorais ça. Hein. Moi j'étais de la génération Funky Family, je sais pas si vous connaissez. On défend le hip-hop de rue avec furie. Pour moi le rap c'était la voix des quartiers populaires, la démocratisation de la parole, la lutte des classes, la remise en cause de l'ordre établi. Un truc social quoi. Je suis tombé dans le rap en soudant une cassette que m'avait fait un de mes grands frères avec le premier album d'N. À qui tu dis nique ta mère, Ilyes? À lui ou à quelqu'un dans le chat? C'est juste son plaidoyer pour un rap gauchiste qui était absolument insoutenable, mon cher Ilyes. Ah non, mais je comprends. C'est juste que pour moi, bon, wait and see. Hein. Comment dire? Écoute, bon, il faut du rap safe. Ah oui, là, je pense qu'on est sur le rap safe dans toute sa splendeur. NTM d'un côté et le premier album d'IAM de l'autre côté.
Ah bah oui, Ayam aussi, évidemment. Et puis il y a eu aussi il y a très longtemps, Ah, Marseille est bien Kelly, basé. avant Kazé, avant Diams, du rap féminin. Ah bah oui, il y avait du rap féminin. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, il y avait du rap féminin? Mais c'est complètement dingue. Si on n'avait pas, ce serait de la merde. Mais heureusement, il y en a. Sinon, ce serait à chier. Mais c'est bien, il y en a. J'avoue, c'est pas mal le son. Hein. Je connaissais pas. Je vais pas mentir, je connaissais pas. En 2003, j'ai voulu devenir rappeur. En faire mon métier, comme on dit. Direct. Non mais tu sais, le gars direct, il commence un truc, il veut directement en faire son métier. C'est ça le problème aussi, si tu veux, des rappeurs. On commence pas le rap parce qu'on veut en faire un métier. Moi aussi, j'ai fait du rap, mais je voulais pas en faire un métier. J'avais, comment dire, l'idée de faire un autre métier. Mais j'aimais le rap, j'aimais poser, j'aimais écrire, j'aimais rapper. Voilà, j'avais des potes avec qui je rappais, avec qui je posais des 16, etc. Mais, oh, j'ai envie d'en faire mon métier. C'est trop ambitieux, direct. Et après, c'est comme ça qu'on est déçu. Franchement, on a un aperçu de ton écriture dans ce spectacle. Qui peut s'étonner du fait que tu n'aies pas percé? Il fallait essayer de s'améliorer, il fallait beaucoup travailler. Il fallait travailler pour essayer de percer. Mais peut-être qu'il va expliquer qu'il y a des conjonctions d'événements terribles qui ont fait qu'il n'a pas pu percer comme il aurait dû. Ça, c'est possible. Écoutons son histoire. Ça fait un peu New York Unité Spéciale. Et voici leur histoire. Et je suis devenu ce qu'on appelle un artiste en développement. C'est un peu comme pays en voie de développement, c'est pas forcément synonyme d'abondance. Mais moi ça m'allait bien, j'étais fier, j'étais ce que les gens de droite appellent un tiers-mondiste. Je m'étais dit, pourquoi ne pas utiliser le format du rap pour dire des choses importantes? Norman, ne vois-tu pas sa mégalomanie? Non, je pense pas du tout que c'est de la mégalomanie, je pense que c'est vraiment c'est de la surcompensation par rapport à un ego absolument dans les chaussettes, quoi. Vraiment, c'est pas de la mégalomanie, ça. C'est juste une espèce de réactance au fait qu'il se déteste lui-même. C'est triste, hein. Il faut qu'il arrête de nous donner des raisons de le détester aussi et de se donner des raisons à lui-même de se détester, parce qu'effectivement, il alterne entre les moments où les failles qui montrent forcent la sympathie et l'empathie, et les moments où on se dit, bah oui, bah, comment ne pas le détester, franchement, c'est tellement con ce qu'il raconte, c'est triste, c'est terrible, c'est vraiment terrible, quoi. Il fait rien pour se faire aimer. Il fait rien pour se faire aimer, il fait tout pour se faire mépriser, et je trouve ça vraiment malheureux. Je trouve ça vraiment malheureux. C'est peut-être pas un mauvais bougre, hein. Dans tous les cas, c'est pas de sa faute. Visiblement, d'après ce qu'il laisse entendre, c'est clairement la faute de ses parents. On en revient toujours là. Alors je parlais du réchauffement climatique, de l'histoire du colonialisme, handicap, de décroissance. Je suis même allé jusqu'à parler du massacre des Bamileke par l'armée française au Cameroun. Je suis même allé jusqu'à parler de sa volonté. Il est allé jusqu'à parler du massacre des Bamileke par l'armée française au Cameroun. Il a été très loin, si vous voulez. Il est vraiment sorti de sa zone de confort. Il est vraiment allé parler de sujets de merde dont on n'a strictement rien à branler. Il a vraiment été jusque-là. Alors que bon, franchement, il aurait pas dû. Non, bon, bref. Ok, Kenny Arcana. Bah, Kenny Arcana, c'est bien, franchement. Après, je comprends que ce soit pas la tasse de thé de beaucoup de monde, il n'y a pas de problème. Et puis, parfois, elle a des takes un petit peu bizarres, disons ça. Mais bon, c'est comment dire, c'est quand même objectivement une artiste de cette vague du moment de l'altermondialisme, etc. T'avais Medine, Kenny Arcana qui était là à ce moment-là. Moi, je cracherais pas sur Kenny Arcana, franchement. Elle a beaucoup de talent à plein d'égards. C'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, et ça, je le comprends tout à fait. Mais voilà. Le gars est très mal entouré. D'après ce qu'on a, d'après ce qu'on a vu dans la description de la vidéo, chat, il est surtout entouré de lui-même, puisqu'il s'agit du spectacle du dérapeur qui s'intitule Le Dérapeur, avec le dérapeur, écrit et produit par le dérapeur. Donc je pense qu'effectivement il est mal entouré puisqu'il est entouré de sa propre personne. Ça peut en dire long. Évidemment, toutes les maisons de disques se sont dit « Mais c'est génial! Quel potentiel commercial! Signons ce rappeur de ce pas séance tenante !» Non, mais j'avais pas compris la tendance que prenait déjà le rap à l'époque, la culture pédocriminelle. Petite, essaie pas de me fréquenter ou tu vas perdre ton pucelage avant d'avoir perdu tes dents de lait. J'avoue, elle est hardcore celle-là. Ok, donc j'ai cassé l'ambiance encore. Je vais peut-être pas vous dire qui c'est parce que ça va être encore pire à digérer. Ce gars fait partie des personnalités préférées des Français. Il a remporté 12 victoires de la musique. Il s'appelle Aurélien aussi, comme l'autre. Tous les rappeurs s'appellent Aurélien. Vous avez toutes les réponses, madame. Hein. Alors Aurélien, je vais pas tout lui mettre sur le dos, mais c'est quand même l'inventeur de la technique du bad buzz féministe. Après, qu'on soit d'accord dans cette période-là, parce qu'effectivement, c'est les débuts d'Orelsan, etc. Et vous écoutez le premier album d'Orelsan, Perdu d'avance,
des sons comme Jimmy Punchline, c'est un son que j'aime bien, d'autres sons du même genre. Si vous avez vu la fameuse vidéo, la dernière vidéo de l'Empire n'a jamais pris fin de mon cher ami Paco Mtielman, bah vous savez que Orelsan, à cette époque-là, et pas mal de rappeurs, si vous prenez aussi La Fouine, etc., on était clairement dans le harakiri bête et méchant. Là, pour le coup, c'était vraiment du rap bête et méchant. D'où le son de La Fouine rigolo, rap inconscient. C'était vraiment ça. Le but, c'était vraiment de faire... Et d'ailleurs, moi-même, le rap que je pratiquais à l'époque, il était un peu du même genre, quoi. C'est-à-dire faire les punchlines les plus sales, les plus crades, les plus débiles, etc. Mais encore une fois, ça aussi, ça fait partie de la culture française, que vous le vouliez ou non. C'est vraiment du rap bête et méchant. Orelsan émulait Fouzati à l'époque. Ouais, beaucoup de gens disent ça, et même Fouzati lui-même avait dit que Orelsan lui volait des trucs. Mais pour moi, c'est assez différent, franchement. Déjà à l'époque, c'était assez différent, Orelsan et Fouzati. Et d'ailleurs, si ça se trouve, il y a un monde où ce mec-là, là, qui est super triste, qui parle de son enfance terrible, si ça se trouve, en fait, le dérapeur, c'est la vraie identité de Fouzati. En fait, si ça se trouve, là, c'est Fouzati. On ne sait pas. Il y a un monde où on est littéralement en train de voir la personnalité civile de Fouzati. Après, je pense que Fouzati aurait un peu mieux écrit son spectacle. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Parfois, si vous voulez, il y a des vraies dissociations, comme entre Bruce Wayne et Batman, où ils sont vraiment très différents l'un de l'autre. C'est tout à fait possible. Bonsoir, j'ai tout raté. Oui, là, Cartel, je suis désolé, mais là, t'as beaucoup raté. Parce que ça, on va pas tous rembobiner. Là, c'est vraiment intankable. Mais oui, enfin bon, je sais pas. Relisez, voyez de nouveau cette vidéo, comment dire, de Paco Mtielman sur l'humour particulier de Harakiri. Et moi, ça m'a aidé quand j'ai vu ça à comprendre toute cette période du rap français des années 2000, etc. C'est La Fouine, c'est Orelsan, et il y en aurait d'autres. Parfois, justement, Rochdi, dont je parlais tout à l'heure, qui a parfois des trucs ultra trash. Ce côté bête et méchant, on dirait pas ce côté rabelaisien, n'est-ce pas, qui fait aussi partie de la culture française et qui est repris dans le rap, c'est-à-dire vraiment des punchlines dont le but est de produire un effet, et là un effet de... Alors, parler à ce niveau-là de punchline pédocriminel, je trouve que c'est un petit peu de mauvaise foi, très franchement. Je trouve que c'est un petit peu de mauvaise foi, parce que on est là dans une situation où le but, c'est effectivement de pousser les limites du dissible en termes de punchline, comment dire, surprenante et un peu sordide, etc. Fouzati chante les chattes et le sexisme bien vénère dans certains de ses sons. Ça serait son spectacle d'autoflagellation sans aucune autocitation, je pense pas. Non, mais c'était une blague, chat. Désolé, j'ai pas vu ton blason. Mais c'était une blague. Je sais que ce n'est pas Fouzati quand même. Je suis obligé d'expliquer que je sais que c'est pas Fouzati. C'était pour faire une petite blague. Peut-être ma blague n'était pas drôle, mais c'était juste pour faire une blague. J'aurais aussi pu dire que c'est Kalash criminel. Voilà, si tu veux une blague, on est vraiment sûr que c'est une blague. Voilà, là on est en train d'écouter le spectacle de Kalash Krimi, et ça c'est Kalash criminel à la ville qui est en train, qui est en train d'expliquer le rap. À quel moment Orelsan se prend au sérieux dans Saint-Valentin? Bah nulle part, mais c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer. C'est une période, encore une fois, d'humour bête et méchant. Je comprends qu'aujourd'hui, ce soit des trucs qui passent plus trop, et que ce soit même plus exactement un rap que les gens aient envie d'écouter ou que les gens aient envie de faire. Ça, je le comprends tout à fait parce que, comment dire, le public est devenu excessivement premier degré, en tout cas une partie du public, et même la punchline. La punchline s'est raréfiée, les gens écoutent le rap désormais pour la vibe, davantage que soit pour une écriture comme lui il aime bien, qui dénonce et je sais pas quoi, ou une écriture comme moi j'aime plutôt, c'est-à-dire une écriture à image, à punch. Les gens ils préfèrent la vibe aujourd'hui, le public rap semble préférer la vibe, semble préférer des sons pour s'ambiancer, quelle que soit d'ailleurs la nature de cette ambiance, mais où ça crée qui déploie une espèce de paysage vocal et de paysage sonore. Bon, l'écriture n'est pas forcément la souci principal. Ça existe, c'est pas spécialement mon truc, mais bon, ça a le mérite d'exister. Mais bon, dans tous les cas, j'ai jamais dit que le son de Saint-Valentin d'Orelsan était à prendre au sérieux, c'est même absolument le contraire. Et la même chose pour tous ces sons de la période perdue d'avance, et même le premier projet des Casseurs Flotteurs avec Gringe, c'est exactement la même chose, quoi. Ou même le deuxième, je sais pas, le son, j'ai en tête le son Pas n'importe quel tune qui est complètement délirant, enfin, il y a plein de choses comme ça, mais bon. Quand on lit Andrea Dworkin, souvent on n'aime pas l'humour. Souvent les gens qui lisent Andrea Dworkin, ils sont pas drôles, et ils sont pas capables de faire rire les autres, ils sont pas capables de reconnaître l'humour quand ils le voient.
Je pense que c'est un signe de que Théodore Adorno appelait la personnalité autoritaire, vous savez, les gens qui aiment l'autorité. Le fait qu'ils détestent tellement les infractions au code de la route, etc., ça témoigne vraiment d'un côté de personnalité autoritaire, une dimension de personnalité autoritaire. Mais malheureusement, encore une fois, on est forcé de se dire qu'il y a un problème à ce niveau-là, c'est avec ses parents qu'il essaye de compenser de façon un petit peu au forceps, quoi. Vous savez, j'aime pas faire des analyses psychanalytiques sauvages comme ça, c'est nul. Mais là, lui-même, il l'a fait tellement. Il le fait tellement lui-même. Il parle tellement de mes parents comme ça, mon enfance, mes rêves déçus, etc., qu'on est obligé d'en arriver à des analyses psychologisantes. Tout dans le spectacle ne va que dans cette direction-là. Et